Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au club, le club de ce dimanche une fois de plus sur le tam-tam du continent. Éducation, tension et apaisement, nouveau mode d'emploi. Les événements de cette semaine autour de l'école mettent en exergue les récriminations des enseignants en quête du bien-être, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, et enfin la gratitude au chef de l'État qu'expriment les doctorants PhD. Ceci suscite des interrogations, genre étouffer des mouvements d'humeur n'est pas déjà dépassé. La marche de gratitude à Paul Biya n'appelle-t-elle pas à plus de sérieux dans la gestion du recrutement spécial de 2000 enseignants du supérieur qui n'a pas cessé de faire des gorges chaudes? Bienvenue à tous, c'est le débat du dimanche. Ce dimanche sont conviés au débat des experts de la question pour nous apporter un peu plus d'éclairage. D'abord, monsieur Njutamvui Aruna, professeur de lycée d'enseignement général, animateur pédagogique de mathématiques au lycée bilingue d'Ayos, homme politique, d'ailleurs candidat malheureux aux élections législatives de 2020, Noun Centre. Bonjour et bonne arrivée. Oui, monsieur, oui, bonjour. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à tous les enseignants, bonjour aux amoureux de cette émission. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Le plaisir pour moi de partager le même panel avec des sommités intellectuelles aujourd'hui. Comment se porte le lycée bilingue d'Ayos? Le lycée bilingue d'Ayos se porte très bien. Je profite même de l'occasion pour passer un bonjour spécial au proviseur de ce lycée, M. Soko Daniel. Ouais. Merci d'être là sur le plateau du club de ce dimanche, mais également invité au débat, Dr Pianka. Dr Pianka, politologue, directeur de sciences politiques, directeur du laboratoire Mitel Africa, producteur TV. Bonne arrivée sur le club. Merci, oui, merci de me convier. Je me sens chez moi. Ouais. Donc chaque fois qu'il y a l'opportunité, je dégage du temps pour venir faire, c'est pas seulement un débat pour pouvoir apporter d'autres éclairages, des alternatives pour que la décision finale qui sera prise sur les questions de société soit un peu plus efficace. C'est un peu l'objet de Sens Politique. Et à la fin du mois, d'ici la fin du mois de mars, nous allons présenter une édition spéciale qui revient sur les Camerounais et les Camerounaises de 2021. C'est un travail qui nous a pris 3 mois d'évaluation avec des grilles qui seront un peu subjectives pour certains, mais nous avons mis le maximum pour rester dans l'objectif. Ouais, avec un certain équilibre également pour mettre les points sur les i. Mais également invité sur le plateau du club ce dimanche, monsieur Émile Messi, et lui il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bonne arrivée. Merci de m'accueillir. Bonjour Rouillet, bonjour aux panélistes, et bonjour aux millions de téléspectateurs de B-News One. Ouais, c'est avec un plaisir que je retrouve ce plateau, que j'ai perdu un bon bout de temps. Vous savez, vous avez très bien dit, je représente sur ce plateau le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous savez, le président Paul Biya, à sa réélection en 2018, avait placé ce mandat sous le signe des grandes opportunités. Ouais. Et donc, question aujourd'hui, questionner également ces grandes opportunités. Tout à l'heure, on va parler de problèmes des enseignants. Quelles sont les grandes opportunités qui s'offrent à ces enseignants aujourd'hui? Donc, je crois que toute la communauté nationale devrait accompagner le chef de l'État dans ce grand chantier. Et une fois de plus, merci de m'accueillir. Merci d'être là sur le plateau du club de ce dimanche. Une fois de plus, nous sommes bel et bien en direct, chers téléspectateurs. Et pour ceux qui nous regardent, ils ont la possibilité de pouvoir commenter cette actualité. Pour ceux qui sont notamment connectés sur la page Facebook. Mais voici l'essentiel de la revue qui a été produite durant toute cette semaine par nos confrères de la presse écrite. Thierry Londo signe cette revue de presse. Bonjour. La presse cette semaine est revenue sur la grève des enseignants. C'est le cas du quotidien à capitaux privés Mutation, dans son numéro 5529,
qui fait savoir en ce qui est désormais appelé craie morte que la grève fait l'école, puisqu'à travers le pays, les enseignants se montrent sourds aux intimidations et paralysent lycées et collèges, selon le quotidien de Georges Alain Boyomo. Face à ce mouvement de grève des enseignants qui perdure, l'Info à chaud propose l'utilisation de la fameuse ligne 94 pour éteindre le feu. À l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril regrette d'avoir limogé Gaston Komba. C'est d'ailleurs ce que nous apprend le journal de Dieudonné Veng. À en croire les informations véhiculées par Info Matin, le président de la Chambre basse du Parlement, se confiant à un proche, avoue qu'il a été manipulé par son entourage, notamment son directeur de cabinet Boukar Abdourahim et le questeur Kamsoulou Abba Kabir, mais qu'il ne peut plus revenir sur sa décision. Pourtant, Mutation, dans son numéro 5528, estime que la vie est un combat à la Chambre basse du Parlement. Le tabloïd interroge dans ses colonnes le bilan de l'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale après sa mise à l'écart. Des interrogations qui démontrent à suffisance que l'affaire Komba chauffe toujours à l'Assemblée nationale, comme l'indique la nouvelle expression. Le tabloïd, dans sa page 4, fait savoir qu'au-delà des accusations du président de la Chambre basse du Parlement portant sur d'éventuelles malversations financières, de l'indiscipline, il faut aussi rentrer dans les réformes de l'ancien secrétaire général pour comprendre qu'il pouvait aussi empêcher de tourner en rond. Dans son numéro 1030, le quotidien Info Matin, après une enquête menée, affirme que les propos de Félix Zogo contre Samuel Eto'o dans une chaîne de télévision privée lors d'un débat dominical n'engagent pas le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. D'ailleurs, le gouvernement rassure Eto'o selon l'Info à chaud et précise que les propos sarcastiques du secrétaire général du ministère de la Communication n'engagent que lui. L'après-Cannes préoccupe le quotidien Mutation, puisque le thermomètre est en surchauffe. Dans son numéro 5525, le journal de Georges Alain Boyomo informe que, suite aux coupures d'électricité, d'eau potable, désordre urbain, insalubrité publique, vie chère, le retour sur terre est brutal pour les populations. Dans ce registre de vie chère, le ministre du Commerce se retrouve seul face au tourment, nous apprend l'avenir. Alors que l'Institut national de la statistique, dans un de ses derniers rapports, a eu à féliciter la maestria avec laquelle Luc Magloire Mbarga Tangana se bat pour garder les prix à un niveau tolérable pour le Camerounais lambda. L'on note par contre, avec regret, que la lutte contre la vie chère a été abandonnée au seul ministre du Commerce, constate le journal. Ce qui amène le tabloïd à interroger sur ce que font les ministres de l'Agriculture et celui de l'Élevage et des Pêches. Au moment où les interrogations persistent sur ce que font ces ministres, le président de la République Paul Biya assiste les victimes de la bousculade d'Olembe. EcoSanté informe que la somme de 84 700 000 francs CFA a été débloquée par le chef de l'État pour les ayants droit des 8 personnes décédées et les 47 autres blessés. Pendant ce temps, la riposte est organisée à l'ouest du pays au sujet de l'épidémie de la grippe aviaire, selon le quotidien Le Jour. Dans son numéro 3612, le tabloïd de Aman Mana renseigne que les activités de transport et de commercialisation des volailles et autres produits des fermes avicoles font désormais l'objet d'une nouvelle réglementation. 16 postes de contrôle sanitaire ont d'ailleurs été institués et les marchés de vente réduits à 19 sur l'étendue de la région. La presse quitte donc le club. À dimanche prochain. Bonne émission. Merci à Thierry Lundi et à Martin pour la réalisation de cette revue de la semaine. On va accueillir le dernier panéliste, on va accueillir Mathias Eric Owonangini, d'ailleurs vice-recteur à l'Université de Yaoundé 1, chargé de la coopération et des relations avec le monde des entreprises, directeur du Centre d'études et la recherche en dynamique administrative et politique à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 à Soir, et par ailleurs chercheur à la fondation Paul Ango Ela. Bonjour prof et bonne arrivée. Bonjour monsieur Oye, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être sur le plateau du club ce dimanche, et comme vous le savez, c'est une semaine qui a été très mouvementée dans le secteur de l'éducation
éducation, tension et apaisement, nouveau mode d'emploi au regard de tout ce qui s'est produit. D'abord, docteur Pianka, en ce qui concerne l'enseignement de base, où tout a débuté avec une série de revendications qui sont claires. Notamment, on parle des avancements. Quand on parle d'éducation aujourd'hui, on sait qu'il y a l'éducation de base, il y a l'enseignement secondaire, mais il y a également le supérieur. Mais d'abord, l'enseignement de base, avec un problème d'avancement présenté par les mouvements des grévistes. Oui, il faut dire d'emblée, la précision vaut la peine pour moi. Je suis fils d'enseignant et dans l'éducation de base. J'ai d'ailleurs des frères qui s'y trouvent. Ce qu'on observe en général dans ce système, ou bien dans notre éducation, est que tout le monde veut être logé à la bonne enseigne, ce qui n'est pas évident dans nos conditions parce qu'il faut essayer d'être un peu plus ou moins réaliste. Actuellement, c'est un peu difficile de prendre en compte toutes ces revendications. Mais ce qui est important à noter, c'est que les enseignants, depuis 2020, se voient plus ou moins sur le principe de départ à la retraite au même niveau que les autres fonctionnaires, notamment de catégorie A et B. Jusqu'en 2020, les enseignants avaient la possibilité d'aller à la retraite à 60 ans, d'autres les autres fonctionnaires 55 ans pour la plupart. Donc, les enseignants, ceux qu'on interroge, parce qu'on les a rencontrés, ont ce petit privilège qu'ils ont perdu, en plus d'autres privilèges qui sont naturellement des faits économiques, l'évolution de la vie. La vie coûte de plus en plus cher, il faut essayer d'arrimer. Mais je pense que le gouvernement sait ce qu'il faut faire. Nous sommes simplement là pour essayer de jeter un regard. Le regard qu'on jette aujourd'hui, c'est la mort de l'école primaire. Au final, l'école primaire publique qui bat de l'aile. Vous pouvez voir dans nos quartiers, on envoie plus nos enfants. Les édifices abandonnés. Voilà, les édifices abandonnés, on envoie plus nos enfants vers l'enseignement privé. Ce qui n'est pas mauvais en soi parce que le privé, ce sont des acteurs économiques. Mais il faut sauver l'école. Il faut sauver l'école en commençant par sauver ceux qui sont censés... Alors, on va dire sauver l'école, Monsieur Aruna, mais on sait également que c'est l'opération Crémote qui a été longuement utilisée durant cette semaine. Oui, Monsieur Oye, franchement, je pense que pour une énième fois, toute la société devrait prendre conscience. Comme vous le savez très bien, lorsque l'enseignant pleure, c'est la société tout entière qui devrait pleurer. Au secondaire, les mêmes problèmes reviennent tous les jours. Nous avons les enseignants qui disent que depuis 5 ans, 4 années, 3 ans, ils n'ont pas leur salaire. Nous avons les enseignants qui cumulent 5 avancements sans aucun effet financier. Donc, la question qu'on devrait se poser, qu'on soit enseignant ou pas, est-ce qu'un enseignant peut bien enseigner étant dans une position psychologiquement négative? Est-ce qu'on peut dispenser les cours de qualité quand on a faim? Comme vous le savez très bien, l'enseignement est un métier difficile parce qu'il faut respecter un certain nombre de prérequis de la vie. Un enseignant doit s'habiller pour être attrayant devant les apprenants. Un enseignant doit même faire des recherches pour pouvoir préparer le cours. Donc je me dis, la grève des enseignants devrait interpeller tout le monde, pas seulement le gouvernement, pour redonner la place à l'enseignant, pour qu'on rêve d'un Cameroun émergent en 2035, monsieur. Alors si, professeur Onanguide, on a vu une multitude de revendications, en parlant notamment de l'éducation de base, mais également de l'enseignement secondaire, s'il y a le problème d'avancement, s'il y a le problème d'intégration aussi, parce que jusqu'à l'heure où on produit cette émission, certains ont déjà reçu des matricules, mais ils n'ont jamais perçu un 100 francs en qualité de salaire, et parfois ils sont affectés dans les zones dont l'accès est difficile. Est-ce que vous, qui êtes enseignant, vous comprenez aujourd'hui la colère de tous ces moments associatifs? Bon, je ne sais pas si il est important que je comprenne ou pas. Ce qui est important, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un mécontentement qui vient des enseignants du primaire et du secondaire et qui expriment leur mal-être. Comme le disait le docteur Nka tout à l'heure, c'est une problématique qui est assez difficile.
parce que les enseignants, et particulièrement ceux du primaire et du secondaire, constituent une catégorie très importante dans la fonction publique. Et une catégorie assez lourde, dont la prise en charge financière est très très difficile compte tenu des conditions dans lesquelles le pays évolue. Quand on dit souvent qu'il n'est pas opportun pour un pays, déjà en général, et pour un pays comme le nôtre en particulier, d'avoir à faire face à des défis sécuritaires, lutte contre le terrorisme, rébellion ici. Les gens pensent qu'il s'agit simplement de parler, mais tout ça a un coût. Et vous savez que l'une des complexités de l'art de gouverner, c'est de faire des arbitrages. Donc, malheureusement, ces arbitrages-là sont souvent faits au détriment des catégories qui pèsent les plus en termes financiers et en termes d'effectifs dans la fonction publique. Mais les problèmes posés sont importants et c'est des problèmes récurrents et il faut essayer de trouver des voies, étant entendu que tous les problèmes ne seront pas réglés en même temps. Vous savez que ces catégories, en même temps, on a souvent dit dans la société camerounaise que la fonction d'enseignant est dévalorisée et patati et patata, mais vous voyez que pendant longtemps, les gens sont toujours allés pour essayer de se faire recruter. Et ça pèse sur les finances publiques. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. La fonction de l'enseignant et de l'enseignement sont essentielles pour un pays et pour le développement d'un pays. Donc on est obligé de gérer tout cela. Je pense que la priorité, ce serait de régler les problèmes d'intégration. Et là aussi, en fait, il y a eu aussi, du fait même des politiques d'ajustement structurel, une fragmentation du statut d'enseignant. Et avec cette réalité extrêmement problématique qui est celle des instituteurs vacataires, par exemple, ça fait qu'à l'intérieur même du corps, il y a une fragmentation statutaire qui n'est pas pour créer la sérénité. Donc, il faut essayer de régler, compte tenu des disponibilités financières, la question de l'intégration. La question des avancements peut venir après, en ordre de priorité. Parce que ceux qui sont le plus en difficulté, c'est ceux qui sont en cours d'intégration sans que l'intégration soit réglée. C'est ceux qui, en principe, sont intégrés, mais qui se plaignent de ne pas recevoir leur salaire. Exactement. Ce sont les problèmes prioritaires. Alors, il faudrait, d'une manière ou d'une autre, M. Émile Messi, trouver une solution efficace. Ce sont des Camerounais qui, depuis plusieurs jours aujourd'hui, ont décidé de ne plus partager le savoir à ces tout petits qui vont à l'école dans l'espoir de devenir des élites de demain ou encore, d'une manière ou d'une autre, participer à la construction du Cameroun, mais avec des torts finalement partagés entre des reproches à l'endroit du ministère du Travail, de la fonction publique, des enseignements liés à l'éducation. Au final, qui devrait jouer le rôle le plus efficace pour ces enseignants? Monsieur Oye, j'avoue que je suis un peu très embarrassé par rapport au problème posé. C'est-à-dire lorsque les enseignants du secondaire et du primaire, disons-le comme ça, décident de faire des mouvements de grève, pour soit, dit-on, pour des avancements, pour des intégrations, c'est plutôt quoi. Non, c'est des acquis. Chaque fonctionnaire a droit à un avancement après 2 ans. Ça ne devrait même pas faire l'objet des mouvements de grève. Et nous savons très bien qu'au niveau des finances, on a décentralisé la solde. C'est-à-dire l'éducation de base aujourd'hui, ils ont le traitement de leur salaire avec des effets d'avancement et autres. Aux enseignements secondaires, je crois que c'est la même chose. Chaque année, nous voyons des enveloppes budgétaires. Bien évidemment, des enveloppes bien costaudes pour ces 2 ministères, pour ne pas aller très loin. Ça veut dire qu'on prend en compte toutes ces données-là que les enseignants vont avancer, que les enseignants seront intégrés. Mais la bonne question, c'est que fait les responsables de ces ministères concernés pour que les avancements ne marchent pas? Qu'est-ce qui coince? Même si le prof on pense que le problème de tension budgétaire ferait tout. Mais il faut une bonne communication à ce niveau-là. Quand bien même il y aurait des tensions de trésorerie et autres là. Tout à l'heure, vous avez évoqué des lignes budgétaires où les gens s'engouffrent, sans sucre et tout ça. Ça, c'est aussi une préoccupation urgente. Les avancements des enseignants. Quand ça atteint un niveau où
il faut faire quelque chose. Et à un moment donné, on a dit que ces choses-là doivent être automatiques. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller déposer un dossier physique. Mais qu'est-ce qui coince? Mais c'est pour ça que je dis que c'est responsable. Il y a un ministère, je pense qu'il y a aux enseignements secondaires. Je crois que c'est une enseignante qui est là-bas. D'université en plus. À l'éducation, c'est aussi un enseignant là-bas. Mais qu'est-ce qui coince? Posons-nous des bonnes questions sur la table. Et puis, on va parler des enseignants du primaire, du secondaire. Où est la solidarité des enseignants? Parce que quand je regarde les revendications posées sur la table, pour moi, je ne voudrais pas être excessif en disant que ça ne vaut même pas, ça ne vaut pas une grève pour ça. Mais les enseignants devraient avoir d'autres préoccupations. D'abord, la valorisation de leur corps de métier. Que vaut le corps de l'enseignant aujourd'hui? Est-ce que l'enseignant lui-même est suffisamment conscient de l'importance de son corps? Lui-même d'abord. On vous parle de mouvements de grève et tout ça. Combien sont dans les syndicats? Est-ce qu'ils savent qu'avant de faire même des grèves, il faut être syndiqué? C'est toutes ces choses-là. Mais là, ce sont les syndicats qui revendiquent. Mais un enseignant normal doit être dans un syndicat. Il faut défendre d'abord son corps et le valoriser. Dans notre contexte, qui est enseignant, qui ne l'est pas? Nous voyons tout ça. Le 5 octobre, je crois que c'est la journée internationale de l'enseignant. Est-ce qu'on voit suffisamment les enseignants dans le sens que nous réfléchissons sur notre corps, nous réfléchissons sur ceci? Mais il y a très souvent une semaine d'activité. En dehors des pagnes, voilà des occasions que les enseignants doivent très généralement saisir pour poser des problèmes. Mais moi, je pense que ce qui est posé sur la table, peut-être que je n'exagère pas, ça ne mérite pas des revendications. Les enseignants ont besoin d'autres problèmes à poser sur la table, en commençant par eux-mêmes. Parce que l'ennemi de l'enseignant, comme vous le savez, c'est l'enseignant lui-même. Très souvent, je me rappelle avec le ministre Bapes quand il est arrivé, il s'est mis à nommer des censeurs dans les lycées. Un lycée pourrait avoir 25 censeurs, peut-être 35 surveillants généraux. À quoi ça rimait? À sa façon, il a dit qu'il résolvait un problème de certains enseignants qui, à défaut d'augmenter le salaire, on lui donnait un poste, peut-être que ça permettait de tranquilliser certains, mais avec quelle efficacité? Avec quelle efficacité? Et très souvent, lorsque ces enseignants sont de l'autre côté, ils marchent sur les autres enseignants. Voilà les vrais problèmes des enseignants aujourd'hui. La solidarité. Est-ce qu'ils parlent d'une même voix, ces gens-là? Je ne pense pas. Ça voudrait dire que ça devrait être comme sur des roulettes, Aruna, aussi facile qu'il soit. C'est-à-dire que c'est de façon automatique. Quand on parle de l'administration, c'est normal qu'après 2 ans, on connaisse des avancements. Une fois qu'on a reçu un matricule, qu'on puisse passer à la caisse, qu'on puisse avoir son salaire. Mais si, en 2022, on pose des revendications, on a vu avec des mouvements comme on a trop supporté, on a vu également l'image, d'une des images qui a fait pratiquement le tour de la toile, où ce monsieur qui présentait une pancarte en disant il a déjà passé 10 années et que pendant 10 ans il n'a jamais rien perçu. Quand on lit ce genre de déclaration, on se dit mais au final on va où? Je salue la brillante intervention de mon camarade, le communicant GEDPC, qui a presque tout dit. Les avancements devraient être automatiques. Les enseignants sont des fonctionnaires comme tous les autres fonctionnaires. Quand vous êtes catégorie A2 ou A1, vous devez avancer après chaque 2 ans. Mais on constate que la société est plutôt ingrate. L'enseignant est placé au bas de l'échelle. L'enseignant est humilié par tout le monde. Monsieur Oye, allez dans les établissements. Mais quand nous posons même des questions à nos apprenants, ils rêvent de devenir quoi, ils choisissent tout sauf l'enseignement. Vous venez de poser un problème très important, un enseignant qui passe 10 ans sans être intégré. Comment vit cet enseignant? Est-ce qu'il peut avoir une mémoire stable pour enseigner? Je suis enseignant, est-ce que vous pouvez aller à l'école dispenser les cours de qualité? Heureusement que nous sommes ici avec notre très cher aîné, le professeur Onangini, qui maîtrise mieux que nous. Est-ce qu'on peut enseigner dans un état de famille? Sorti d'école, puis affecté à un secteur. C'est que je n'ai jamais compris. Quand un enseignant sort de l'école normale, il fait 5 ans sans salaire. Au lycée, dans les établissements où on a un effectif, on peut lui donner chaque mois 30 000, 25 000 francs, les frais d'APE. Je ne comprends pas. Je dis quand vous êtes ECI par exemple, puisque vous n'êtes pas intégré. Dans les établissements, on a un effectif raisonnable, 1000 élèves, 1200, où on a quand même les frais d'APE consistants.
on octroie à ces enseignants peut-être une somme symbolique de 25 000 francs. Wow. Pourtant, cette somme devrait être destinée à d'autres problèmes. Malheureusement que plus tard, l'État va payer tout cet argent. C'est-à-dire qu'on dépense doublement pour rien. Donc je me dis, comme a dit mon très cher, aimable, brillant camarade, l'État devrait prendre des dispositions urgentes. Mais est-ce que vous comprenez peut-être pas, comme c'est que le professeur tout à l'heure nous a fait savoir qu'on est parfois une situation de crise, ce qui amène l'État du Cameroun à faire des choix et à pas sacrifier entre guillemets, mais à ne pas accorder un regard un peu plus grand vu l'épaisseur financière. Le professeur a posé un problème important, mais mon brillant camarade a apporté une réponse palpable. Il vous dit clairement, monsieur Ouyi, les enveloppes allouées au ministère des enseignements secondaires, au ministère de l'éducation de base, pèsent. Je pense que ça fait partie des meilleures enveloppes budgétaires. Mais comment on gère ces fonds? Je pense qu'il a posé un problème. On parle de plus de 100 milliards. Pour que les enseignants aient une stabilité, monsieur Ouyi, il faudrait que l'enseignant soit en situation de... Bon, d'être galvanisé, soit fier d'assumer ses responsabilités. Donc, je pense qu'il pose un problème important. Bon, je peux comprendre le professeur. Vous comprenez le professeur comment? Je peux comprendre le professeur. Il fait une analyse. Bon, non, c'est une analyse importante. Non, il pose un problème. Notre pays traverse un moment difficile avec les différentes guerres. Ça peut arriver. Et je vais même vous surprendre. Si on rentre au ministère des enseignements secondaires, il faut même féliciter Madame le ministre. Elle signe les avancements presque tous les mois. Mais c'est plutôt un problème d'effet financier. Alors, même si on signe des avancements et que par la suite, les gens ne voient pas les retombées. Et malheureusement, quand on mène une enquête approfondie, on dit tout c'est au ministère des Finances. Donc, c'est vraiment, il faut se poser un certain nombre de questions. On parle du ministère de la fonction publique, on parle du ministère des Finances. Moi, je suis à 11 ans de service, je puis vous rassurer, mes 5 avancements ont déjà été signés. Mais, on attend. On n'avait jamais rien perçu. Non, bon, pas rien, je ne peux pas venir sur un plateau entier. Non, on peut dire qu'en fait, vos avancements, ça dit donc, que... si tout était automatique, ouais, je serais OK aujourd'hui sans problème. Donc, vous travaillez avec espoir. Avec espoir. Non, l'État paye toujours. Bon, je sais un jour ça va arriver. Donc là, alors, il pose alors un problème, comme je vous disais. Si tout était automatique, les enseignants ne seraient pas dans la rue aujourd'hui, au vu des différentes revendications. Merci à Aruna. Mais docteur Pianka, le prof, nous parle de la situation rencontrée par le Cameroun. On peut donner plusieurs exemples. Certes, il y a cette instabilité, il faut ramener la paix, etc. Mais d'autres, par exemple, aussi pourront vous dire qu'on vient de discuter une canne et que beaucoup ont eu beaucoup d'argent. Et bref, chacun peut à un moment donné tirer la couverture de son côté, estimer que moi je ne suis pas bien, il faudrait que l'État fasse quelque chose pour que les conditions changent. Oui, le professeur vous présente la situation macroéconomique du Cameroun. C'est la réalité, personne ne peut nier, il y a plusieurs défis. Moi je ramène au niveau sectoriel. Monsieur Messier a dit tout à l'heure qu'au ministère de l'éducation de base et aux enseignements secondaires, il y a une sorte de décentralisation de la prise en solde. C'est une réalité. Sauf que qu'est-ce qui coince au niveau des avancements? On a mené une petite enquête, on se rend compte que si les problèmes des enseignants sont chiffrés à 191 milliards de francs, il est difficile pour l'État de sortir cet argent d'un cret et mettre à la disposition des ministères concernés. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on peut vous trouver 20, 31 milliards par crête. Et maintenant, quand ça arrive au ministère, vous savez, la rareté crée un vice. Tout le monde court. Et c'est souvent celui qui graisse mieux la patte, il y a la corruption, celui qui graisse mieux la patte de ceux qui gèrent ça, qui sont servis. On se retrouve souvent dans des conditions où un plègue, prof de lycée, a un salaire réduit par rapport à un prof de collège, parce que le prof de collège a eu le bon réseau, tous ces avancements sont passés, et le prof de lycée, qui généralement peut-être peut se dire je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau et tout, il se retrouve désavantagé. Sauf que c'est une dette qui sera payée. C'est une question d'échéance. Et c'est ça qui revient aussi quand vous parlez, vous faites 5 ans et tout. Il faut questionner même pourquoi on devient enseignant chez nous. J'ai l'impression que les enseignants créent leur propre frustration. Comment ça? La frustration part du fait que quand on sort du terminal,
on a un bon bac, on va en fac, on a une bonne licence, on court au matricule. La course au matricule... Est-ce que là, c'est pas aussi une réalité quand même? Non, c'est que les gens puissent trouver un emploi. Je dis bien, dans un pays où il n'y a pas réellement de d'emploi. C'est le contexte camerounais. Je ne parle pas de notre pays. Sauf que, ayant couru maintenant, on a le matricule. Oui, le travail est loin de nous, trois grands mots, le vice, la nuit et le besoin. On a résolu plus ou moins le besoin. Mais la nuit là, qu'on croit avoir résolu immédiatement, on se retrouve dans des problèmes. Parce que quand vous êtes affecté dans une localité comme Ndom, l'arrondissement de Ndom, qui a des établissements créés, pas forcément pour des orientations académiques, mais pour des questions politiciennes, où vous retrouvez un établissement d'enseignement secondaire tous les 7 km, avec une densité de la population très faible. Vous avez des lycées qui ont 60 classes, et 60 élèves, oui. Tout cycle confondu. Wow. Ça devient un problème de prise en charge. C'est pourquoi la planification, les politiques publiques doivent tenir compte de cela et éviter la politisation de tout ce qu'on observe dans l'éducation aujourd'hui. On crée des écoles parce qu'on veut contenter des copains. Parce que derrière la création des écoles, dites-vous bien, il y a les premiers bâtiments à construire. Les premiers bâtiments, c'est un marché public inscrit dans le budget de l'État sous forme de budget d'investissement public. Allez voir qui gagne ces marchés. C'est généralement une chaîne. Et ça, je pose la question de la rentabilité de l'école. C'est-à-dire, les moyens, les gros budgets qu'on donne au niveau des ministères chaque année dans la ligne et dans le budget de l'État, si on part en deçà, évaluer la rentabilité et la contribution du secteur éducatif dans le PIB, je vous assure que les enseignants auront des droits, le droit à revendiquer, mais on va vous questionner. Parce que souvent, je chute par là, lorsqu'un enseignant a sa prime, ce qu'ils appellent souvent le rappel, il y a des enseignants qui décident de quitter le pays. Oui, il y a des enseignants qui décident, j'ai pris mes affaires là, je vais, l'année dernière, vous êtes au courant, le ministère des enseignements secondaires a battu le rappel des groupes. Vos enseignants, vos collègues ont abandonné la clé au Cameroun pour se retrouver dans des pays qu'on avait identifiés, Allemagne, Canada et tout. Il y a un mal-être créé par l'enseignant lui-même. L'enseignant est l'acteur principal de cette affaire. Pourquoi? Parce que l'enseignant peut vivre décemment. Vous parlez de se vêtir. Oui. Si on veut l'extravagance, on aurait des problèmes à se vêtir. Non, il n'y a pas d'extravagance. Non, j'insiste là-dessus. Il y a des enseignants qui, coûte que vaille, sont propres du premier jour au dernier. Il y a des enseignants... Avec ou sans salaire. Oui, c'est comment... Moi, j'avais un enseignant de mathématiques au lycée Leclerc, en 3e. Il nous avait expliqué ce qu'il faisait. N'étant pas encore pris en sorte, totalement, il s'était acheté des chemises et il mixait ses chemises avec un veston et il était toujours propre. On ne s'en rendait pas compte. Le professeur monsieur Megamche, on ne s'en rendait pas compte. Donc c'est pour dire l'image qu'on donne de soi. Les journalistes, tout le monde, ça n'a pas besoin les journalistes ont ce problème. Tous les corps de métier ont ce problème. Le problème aujourd'hui, c'est que l'enseignant retrouve sa place. Et la place de l'enseignant, c'est de faire le vrai travail. Comment un enseignant peut être dans une localité où l'éducation est compliquée et n'entre pas au syndicat? Comment l'enseignant peut être dans ces conditions et ne fait pas des carnets d'expérience et remonter ça sous forme peut-être d'ouvrage ou de notes? Il y a divers moyens aujourd'hui de publier ces expériences de vie, que ce soit sur Internet, que ce soit sur enveloppe pli envoyé à sa hiérarchie et tout ça. Et je pense que le mal est d'abord dans ce corps. Est-ce que c'est vocation? Ça, c'est tout un débat. Lorsque ce n'est pas la vocation, vous montez, vous descendez. Ce qu'on va vous donner là-bas, vous serez jaloux de vos autres collègues qui ont pris le risque d'être dans les OSC, dans les associations, qui n'ont pas l'argent au départ et qui n'ont pas de stabilité mensuelle, mais qui font des voyages hors du pays. Et quand vous voyez vos camarades qui peut-être étaient moins forts que vous,
Merci. Avec certains avantages, ça crée Merci, une docteur situation Bianca. Peut-être aussi le prof sur cette question, même si vous soulevez d'autres problèmes, notamment un problème de vocation. On devient enseignant aujourd'hui parce qu'on est à la recherche du matricule, c'est arrivé. On devient enseignant une fois qu'on a reçu le rappel, on décide de quitter le pays ou encore ouvrir notre business. C'est très souvent des situations vécues au Cameroun. Ça peut aussi être présenté comme des détails, mais les problèmes posés aujourd'hui, professeur Onanguine, les problèmes posés qui sont des problèmes d'avancement, qui sont des problèmes d'intégration, qui sont des problèmes de salaire, c'est légitime de pouvoir poser ce type de problème. Oui, mais il ne faut pas exclure les problèmes que le docteur a soulevés, parce qu'en réalité, ça pèse même sur la structure financière. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de déperditions. Ça veut dire des gens, ils se font recruter comme enseignants. Ouais. Et il y a aussi des effets de polarisation mentale, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, quand on l'affecte dans une petite localité, soit il refuse d'aller, soit il y va à temps partiel, ouais. Et tout cela a un coût. Mais le problème qu'il a dénoncé est un vrai problème. Et pendant les recensements, justement, on a pu constater que beaucoup d'enseignants touchaient le salaire, mais n'étaient même pas au Cameroun. Ils étaient à l'étranger et tout. Wow. Voilà pourquoi il a fallu faire des opérations. On a suspendu des salaires pour vérifier si tel était effectivement en fonction. Tout ça, en fait, se cumule. Et le problème de la vocation est fondamental. Si vous allez faire un métier alors que vous ne l'aimez pas du tout, vous ne pouvez pas... Mais M. Aruna nous l'a révélé tout à l'heure que très souvent, quand on échange avec des élèves, on leur pose la question... c'est le retour que les étudiants ont du statut et de la valeur qu'on accorde à leurs enseignants. Absolument. Quand ils regardent, ils voient comment les enseignants vivent, ils regardent le manque de considération, la faible considération. Et puis il y a certains modèles qui ont explosé dans la société, plus ou moins légitimes d'ailleurs. Il y a le modèle de celui qui va aller à l'école nationale d'administration et de magistrature pour devenir administrateur civil ou inspecteur des régies financières, quelle qu'elle soit. Il y a l'autre modèle, on va devenir un grand sportif avec des milliards. Tout ça sont des modèles dysfonctionnels par rapport justement à la valeur qu'il y avait autrefois pour l'enseignement. Donc ce problème de vocation est fondamental, parce qu'il dégrade beaucoup la qualité du système. Et il y a non seulement des répercussions négatives sur les apprenants, parce qu'il y a des enseignants, et ils sont tous sauf des enseignants, puisque ça ne les a jamais intéressés. Bon, vous allez leur demander de s'appliquer les exigences sévères de l'enseignant qui doit se préparer. Comme le disait M. Aruna tout à l'heure, ils doivent se préparer. Il faut qu'ils se préparent à une certaine hauteur. À la fois intégrer l'exigence de l'information, ensuite l'exigence de la connaissance, et puis l'exigence maintenant de la transmission, puisqu'il s'agira de transmettre à l'étudiant qui n'est peut-être pas au même niveau ce qu'on aura appris. Mais l'enseignant qui n'a pas la vocation, il s'en fout, si vous permettez l'expression, ça ne l'intéresse pas. Mais évidemment, quand il arrive, qu'est-ce qui va l'intéresser? C'est maintenant le marchandage. Qu'est-ce qu'il peut prendre à l'apprenant? Et ça pèse, ça pèse. Ça pèse beaucoup. Pourquoi? Parce que comme il y avait des problèmes généraux de chômage dans notre pays, bon, beaucoup ont cherché le matricule. Absolument. Sauf qu'après le matricule, ils n'ont pas assuré le service. Et en retour, maintenant, leur propre statut se dégrade. Puisque quand vous avez donc des enseignants qui n'ont pas la vocation, qui ne sont donc pas motivés, en dehors du problème de la motivation matérielle, il y a d'abord la motivation purement psychologique. Exactement. À partir de ce moment, le système se dégrade. Le système se dégrade et ça devient de plus en plus difficile à assurer. Tant que, pour terminer, tant qu'on ne va pas remettre l'accent sur la vocation, l'enseignement et particulièrement l'enseignement de base et l'enseignement intermédiaire seront très dégradés. Mais ces problèmes, on peut même les avoir aussi pour l'enseignement supérieur. Et il y a beaucoup de gens qui viennent aussi là-bas parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Pour vous garder la parole, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un tout petit peu un jeu politique? C'est-à-dire que
la création des CS, des lycées, des écoles publiques dans certains coins du pays pour pour gagner des marchés publics, la construction de ces bâtiments et par la suite on est coincé. Bon, il y a toujours le problème de la planification, comme l'indiquait le docteur Nka, qui renvoie en fait à l'ingénierie des politiques publiques. C'est la question de la carte scolaire, comment on positionne les établissements en tenant compte d'un ensemble de critères. Bon, évidemment, quand les transactions politiques d'ordre clientéliste se mêlent à ça, évidemment, ce n'est pas toujours très cohérent. Il y a aussi, moi je reviens toujours à la structure, la question de la polarisation. La question de la polarisation au Cameroun, c'est quoi? C'est Douala et Yaoundé contre le reste du pays. Ça veut dire que tout le monde veut être à Douala et Yaoundé. Bon, on peut encore digérer quand on est dans une capitale régionale. Bon, là encore, ça va. Mais dès qu'il faut aller au chef-lieu d'arrondissement, ça se complique. Parce que d'abord, sur le terrain, effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Quand les enseignants arrivent, qu'ils doivent se loger, c'est un problème. Il n'y a pas toujours assez de logements d'une certaine qualité. Pour même se nourrir, c'est un autre problème. Et ça fait donc que beaucoup, en fait, abandonnent même une fois qu'ils sont partis comme ça, première expérience, ils arrivent dans des localités très reculées. Les conditions de vie sont assez difficiles. Ils ont même la bonne volonté, ils n'ont même pas le problème de vocation. Mais les conditions matérielles finissent par les démotiver complètement. Alors, Émile Messi, vous avez dit tout à l'heure que ça devrait être automatique, notamment les avancements, l'intégration, mais également le salaire, etc. Mais au regard de la situation, on n'entend pas trop le gouvernement. C'est-à-dire qu'avec des actions pour pouvoir répondre aux doléances posées par les mouvements associatifs et pendant plus d'une semaine, les élèves n'ont pas reçu de cours dans plusieurs localités du Cameroun. On a l'impression que c'est le problème des autres. Pourtant, on a parfois vu ici au Cameroun certains mouvements poser des revendications et quelques temps après, il y a une solution efficace qui est proposée par le gouvernement. Bon, s'il reste mieux jusque-là, on espère qu'avec la rentrée parlementaire qui s'annonce en mars, peut-être le 10 mars, il y aura la première session. Ouais. Je crois que le problème, et pendant ce temps, les élèves... Je crois que le problème serait posé là-bas, au cas où ils ne s'expliquent pas là-dessus. Ça, je pense, et je crois que ce serait, je ne vais pas me tromper, que les députés ou les sénateurs vont se saisir pour on ne les a pas trop entendus d'ailleurs, en dehors de Cabral-Livry. On n'a pas beaucoup entendu les autres. Peut-être que ce n'est pas des sorties individuelles comme députés, mais là c'est le Parlement qui se situe. C'est que voilà nos enseignants qui sont dans qui revendiquent ceci, qui revendiquent ça. Que faites-vous qui êtes en charge de ces problèmes? Je souhaite, peut-être que c'est déjà une déclaration à l'Assemblée nationale et par là au Sénat, de demander à ces ministres-là que, mais pourquoi nous en arrivons là? Pour des choses évidentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avancement, c'est un acquis. Ça ne doit pas faire l'objet d'une revendication, autant que l'intégration et tout ce que vous avez cité là. C'est des choses que les enseignants ne devraient pas descendre dans la rue pour revendiquer dans un pays normal, quelles que soient les difficultés. Ou alors ces gens-là communiquent auprès de ces enseignants pour dire que, bon, vraiment, patientez, voilà les problèmes que nous rencontrons. Et ils donnent donc des garanties et des promesses, et les gars vont se calmer. Mais pour revenir à l'essentiel tout à l'heure, à savoir le problème des enseignants. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que, effectivement, dans ces cas-là, il faut un assainissement des enseignants eux-mêmes. Dans d'autres corps de métier, on a des ordres. Les ordres des avocats, les ordres de ceci, des médecins, etc. Et les gars s'organisent, ils donnent une discipline à leur corps de métier et ils fonctionnent comme ça. Les brebis galeuses, ils les sanctionnent eux-mêmes. Mais pour les enseignants, oui, on va nous parler des problèmes de vocation. La vocation a deux éléments. C'est-à-dire que la vocation au centre strict, c'est cet appel divin. Donc, c'est-à-dire que vous êtes né pour enseigner. Vous avez des qualités naturelles pour enseigner. Mais à cela, il s'ajoute également la formation. Quand vous êtes bien formé, vous avez une seconde vocation. Parce que quand vous êtes bien formé, vous avez l'amour pour le métier. On va vous enseigner l'amour du métier. Vous pouvez aller à l'école normale, je suppose, par opportunisme, c'est-à-dire que à la recherche du matricule. Mais avec une bonne formation, vous sortez de là avec des convictions. De telle sorte que lorsque vous entrez dans une salle de classe, tout de suite vous devenez déjà le modèle de vos élèves. Parce que chaque enseignant doit se demander
Quand je suis devant mes élèves, est-ce qu'ils me considèrent comme un modèle? Parce que c'est facile de dire aujourd'hui que si on autorise les gens, vous voulez devenir quoi? On va vous choisir le magistrat, le douanier, tout ça. Mais pourquoi les enfants, les élèves n'ont plus cet aspect vis-à-vis des enseignants qu'ils ont chaque jour, qui devraient être le modèle? Il y a un problème de formation. Oui, au-delà de la société. Mais est-ce que ces enfants croient encore à leurs enseignants qui sont devant eux? C'est là où les enseignants eux-mêmes doivent travailler pour dire que, au-delà de tout, nous qui croyons encore en ce métier, nous qui avions choisi ce métier parce que nous y croyons, on ne doit plus accepter n'importe quoi. Parce que quand un enseignant est bien formé, il n'accepte pas n'importe quoi. Quand les conditions ne sont pas réunies pour qu'il travaille bien dans les conditions optimales, il ne travaille pas. Et là, il pose des problèmes de grève. Si ce n'est pas fait, je ne travaille pas. Parce qu'il sait qu'il fait bien. Il ne va pas dans la débrouillardise. Maintenant, vous avez eu raison. Beaucoup entrent là-bas. Quand ils ressortent avec un peu d'argent, ils sont tentés d'aller dans d'autres corps. Ils vont en aventure. Ça veut donc dire que la formation a failli. Ils n'ont pas été convaincus de cette formation. Ils n'étaient pas prêts. Mais je voudrais quand même dire qu'en parlant aussi de certains enseignants, on n'a qu'à voir ce qui se passe, même dans différents départements ministériels. Ils sont très nombreux, ces enseignants sortis des écoles, qui sont affectés à autre chose, loin de la volonté d'aller enseigner. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à défaut de ne pas aller dans un autre corps, il va se battre pour aller dans une administration centrale. Ouais. Dans des ministères un peu plus, on pense qu'on sera aussi bureaucrate comme tout le monde. Ça aussi, ce n'est pas de leur tort. Est-ce que c'est pas le shérif finalement? Mais en temps normal, je pense que les textes même disent que pour que ça arrive, il faut quand même exercer même pendant 10 ans. Parce que vous avez tous signé un engagement décennal à la sortie, je pense bien que vous devez m'enseigner moins pendant 10 ans. Parce que l'État a investi pour votre formation pour aller guetter ailleurs. On ne peut pas le refuser, c'est des fonctionnaires comme tous les autres fonctionnaires. Mais je vais également vous dire quelque chose. Là où les enseignants doivent prendre conscience des enjeux. Vous savez, s'il y a un corps qui est vraiment une menace sur tous les plans, sur le corps des enseignants, faites l'expérience. De la maternelle au supérieur, là où on peut retrouver un enseignant dans chaque famille, là où on peut retrouver un fonctionnaire ou alors un travail dans chaque famille, c'est un enseignant. Mais pourquoi vous ne prenez pas conscience? C'est pour cela donc que les enseignants dans tous les pays du monde ont les mêmes problèmes. Vous le verrez, ce n'est pas seulement au Cameroun. Les enseignants dans tout le monde entier ont les mêmes problèmes. Mais le jour où les enseignants prendront conscience de leur poids, de leur force, comme quelqu'un dirait, enseignants du Cameroun, unissons-nous, tous ordres confondus, vous verrez comment on va vous considérer. Mais vous verrez que là où ils sont piégés, c'est qu'ils ont été compartimentés. Absolument. Au primaire, ils se débrouillent là-bas comme ils peuvent. Au secondaire, on n'a pas les mêmes problèmes. Au supérieur encore, c'est grave. Ils s'en foutent complètement de ce qui se passe de l'autre côté. Or, si un enfant n'est pas passé par la matière, le premier au secondaire, ne peut pas arriver au supérieur. Conséquence, les enseignants du supérieur, ou tout au moins ceux qui veulent aussi accéder là-bas, ont les mêmes problèmes. On a vu les docteurs lors des premiers recrutements de leur premier contingent de recrutement spécial. Ceux qui n'ont pas été recrutés, on les a vus faire des grèves de la faim. Parce qu'ils voulaient absolument être recrutés. Et finalement, ils ont été recrutés. Merci, monsieur. Ils ont été recrutés. Mais dans quelles conditions? Voilà donc le drame de l'enseignant. Je voudrais d'ailleurs qu'on puisse suivre ce reportage qui parle de la marche, on va dire, de reconnaissance, menée par les doctorants PhD cette semaine, au moment où ceux de l'enseignement, l'éducation de base sont en pleine revendication, au moment où ceux de l'enseignement secondaire sont en pleine revendication, c'est plutôt les doctorants qui expriment leur soutien au chef de l'État. Non, on parle d'abord le reportage. Il y a quelques mois, leur présence en ces lieux était considérée comme de la provocation, tellement ils exigeaient que soient appliquées à la lettre les mesures édictées par le président de la République en vue du recrutement spécial de quelques 2000 enseignants dans le supérieur. Ce 24 février 2022, le collectif des enseignants titulaires d'un doctorat PhD a revu sa copie et explique l'objet de sa présence devant la primature. Enseignants en service au MINISEC et MINEDUP, nous avons décidé d'organiser une marche de soutien et de remerciement au chef de l'État. Décision prise à la suite
de l'annonce faite le 31 décembre 2021, annonçant la création de 3 nouvelles universités d'État dans les régions de l'Est, du Nord et du Sud. Le collectif des enseignants titulaires d'un doctorat PhD en service au MINESEC et au MINEDUP voit en ce geste du chef de l'État la réduction du chômage, entre autres. Sur le plan social, cette création permettra la création des postes d'enseignants qui permettront de résoudre le taux de chômage. Sur le plan politique, cette création résout également un autre problème. Elle contribue à la consolidation du processus de décentralisation en dotant chacune des régions du Cameroun d'une université, au moins d'une université d'État. La marche pacifique, dont le départ était le boulevard du 20 mai, a pris fin devant les services du Premier ministre où le collectif est reparti après avoir été reçu par le conseiller technique du Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, merci une fois de plus à Thierry Lundo, à Élisée Yanda et Karine pour cet élément. C'est clair, quand vous, Monsieur Aruna, comme vos élèves vous appellent, vous regardez les autres enseignants ou encore ces marches de soutien, qu'est-ce que vous dites exactement? Mais on ne peut pas empêcher à ceux qui sont heureux de dire merci. D'exprimer leur joie. Voilà, de dire merci à son Excellence Paul Biya. Et cela n'empêche pas que ceux qui sont malheureux manifestent aussi leur misère. Mais est-ce que le timing est bien choisi? C'est-à-dire qu'on a des moments où on a trop supporté tous les autres, mais ils prennent quand même l'engagement d'aller dire merci au chef de l'État. Bon, ils auraient dû organiser ça il y a longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont libres de dire merci à son Excellence Paul Biya, comme je vous ai dit. Et cela démontre à suffisance ce que vient de dire mon camarade, qu'il manque une similitude dans le corps des anciens, un manque de solidarité. Oui. Bon, dis merci parce qu'on a été recruté au moment où d'autres revendiquent aussi leurs droits. Je ne vois pas ça comme un problème. Je vais revenir par contre sur ce qui a été dit ici par rapport à la vocation de certains enseignants, si vous le permettez, M. Oye. Je ne sais pas si prochainement qu'on va lancer le concours d'entrée à l'école normale, il va falloir qu'on remette une barre de craie à chaque citoyen de voir chaque postulant. Je ne sais pas s'il va manger dans la craie pour voir s'il aime l'enseignement, je ne pense pas. La question importante, c'est de savoir pourquoi les gens n'ont plus de vocation pour l'enseignement. Vous pouvez répondre à cette question? Je peux bel et bien. Pourquoi les gens font la migration pour d'autres corps? Pourquoi les gens voyagent? Et je puis vous rassurer qu'il y a des gens qui aiment encore l'enseignement. Vous allez trouver les enseignants vraiment qui ont la vocation, même quand le salaire n'y est pas, aller dans les établissements. Je suis déjà à 11 ans, je puis vous rassurer. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enseignants? Voilà autant de questions, M. Oye. Je puis vous rassurer même, il y a trop de frustration dans le corps des enseignants. Vous verrez par exemple quelqu'un qui est sorti de l'école normale, qui enseigne pendant 25 ans, il n'a jamais été promu. Il tient ses propres élèves et plus tard, ils deviennent même patron. C'est supérieur. Et ça crée une frustration interne. Au moment où je vous parle, je suis enseignant au lycée bilingue d'Aïdon-Daïos. Je puis vous rassurer, on a un censeur qui a passé, il a 26 ans de service au lycée bilingue d'Aïdon dans le même établissement. Je puis vous rassurer. Et humainement, ça crée quoi? La frustration. Même si on avait la vocation au départ, on est commandé par son propre élève. Ça fait, ce n'est pas facile. Hein? On peut dire la vocation, oui. Mais quand on est mis face à une telle situation, c'est difficile à gérer. Donc l'État gagnerait à avoir un œil sur le profit de carrière des enseignants. Quand un enseignant a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'il mérite un autre traitement pour être respecté même dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui ne motive pas les gens à... Mais ça, oui, bon, en tout cas, c'est l'une des raisons. Oui. Bon, il est bien vrai, d'autres deviennent enseignants pour la recherche des matricules. Le problème posé aussi est un vrai problème. Vous voyez dans les établissements, les enseignants qui n'enseignent même pas, ceux qui ont voyagé depuis leur salaire passe, mais à qui la faute? Voilà la question importante. Mais c'est l'État qui nous recrute. C'est l'État qui doit veiller. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Bon, à qui la faute? Voilà la question. Il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle. Est-ce que vous allez en vouloir à ceux qui sont, en tout cas ceux qui enseignent et qui revendiquent leurs droits?
Puisque ceux qui disent ils sont à 10 ans sans... Bon, ils ont même cumulé 5 avancements. C'est-à-dire que ce sont les enseignants qui enseignent. Bon, je puis vous rassurer, il y a d'autres qui voyagent. Dès qu'ils sortent de l'école normale, ils ont leur... C'est-à-dire qu'ils arrivent déjà à l'école normale avec une ambition claire. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut les suspendre. Oui. Et ça crée alors une frustration à ceux qui enseignent. Imaginez, vous êtes au pays depuis 10 ans, vous enseignez, vous aimez bien l'enseignement, vous êtes patriote, vous avez votre camarade de promotion qui est sorti depuis, il est au Canada, il est en Belgique, il a déjà 5 duplex à Yaoundé. Mais monsieur Oye, vous serez frustré. Vous serez frustré, c'est ça le problème. Donc c'est l'État qui doit apporter des solutions à tous ces problèmes. L'État devrait mener un meilleur contrôle. On se rappelle également, il y a quelques années, le ministre des Finances avait engagé un fichier solde un peu plus propre pour pouvoir il faut même saluer et contrôler des Finances des actions pareilles. Une grande félicité. Professeur Owanangidi, là on a vu les doctorants qui ont exprimé la reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, notamment, mais tout à côté aussi, il reste un gros problème, même sur la gestion du recrutement spécial de 2000 enseignants, avec des gorges chaudes aujourd'hui, malgré cette reconnaissance. On a vu quelques personnes quand même, hein, c'est-à-dire qu'on peut les présenter comme étant des élus, et c'est normal pour les élus d'aller dire merci au chef de l'État. En fait, il faut voir ça d'une autre manière. Ça relève en fait de l'appel de bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un recrutement qui est en cours. Et il y a des gens qui sont candidats et qui, en faisant cela, attendent d'être rétribués. Étant entendu que là aussi le processus est concurrentiel, ça veut dire que le nombre de places est largement inférieur au nombre de candidats. Donc il y aura nécessairement des mécontents puisque tout le monde ne sera pas pris. Le problème fondamental, il est le même. En fait, c'est la structure socio-économique de la société, qui est une société rentière, c'est-à-dire qui n'a pas les capacités de produire suffisamment de valeur ajoutée et de le faire donc en associant cela à la création de l'emploi. Ça fait donc que la recherche d'emploi, et particulièrement d'emploi public, est très 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 forte. Et c'est ce qui crée ce genre de situation. Vous savez, dans la position où se trouvent les postulants, ils seraient même prêts à ce qu'on dise que non, il suffit de déposer le dossier pour être recruté. C'est à la limite même ce qui serait idéal pour eux. Mais évidemment, les exigences académiques nécessitent quand même qu'il y ait de la compétition. Exactement. Maintenant, comment la compétition est régulée dans ces conditions, c'est très difficile parce que il y a très 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 peu de place par rapport aux postulants. C'est-à-dire, quelle que soit la manière de faire, il y aura nécessairement des biais. Parce que bon, même s'il y a des gens qui ont un très bon dossier, si on doit recruter une personne, finalement, comment on fait le choix? On ne va pas faire le choix sur les qualités objectives, on fait un choix subjectif, puisqu'au niveau objectif, ils auront les mêmes compétences, le même niveau. Donc on sera obligé de procéder au choix par des moyens qui sont subjectifs. Voilà le problème profond. Mais prof, est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing sur cette affaire? Est-ce que ça ne peut pas être regardé comme une affaire politique finalement, où en réalité on veut un tout petit peu étouffer les revendications posées par les autres enseignants? C'est que tout mouvement social peut faire l'objet d'appropriation politique. Bon, un mouvement social comme celui des enseignants qui commence peut être par exemple exploité par les forces d'opposition contre le gouvernement. Ça crée donc maintenant une dialectique manœuvrière, pendant que l'opposition peut essayer de trouver des failles qui vont lui permettre d'exposer ce qu'elle considère comme les insuffisances du gouvernement. De l'autre côté, on se défend. On montre aussi qu'on est capable de faire des choses. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, docteur Pianka, sur cette question, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants, pour ceux qui sont, comme Émile, membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? On peut déjà reconnaître qu'à la tête de ces départements, ce sont des enseignants. Et on se dit qu'ils peuvent mieux penser l'enseignement et qu'ils peuvent également améliorer le statut des enseignants. Moi, je pense sincèrement que la balle est du côté du corps même,
des enseignants. Qu'est-ce que le corps peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Le corps peut s'autodiscipliner. Le corps peut s'autodiscipliner. Est-ce qu'il faut juste une discipline pour avoir son salaire? Oui, je parle de discipline. Pourquoi? Lorsque vous avez vu toute la semaine dernière qui était le gendarme des enseignants, c'était des proviseurs. Des proviseurs, est-ce qu'ils sont nommés dans le respect de l'évolution de la carrière? Non. Ce sont des individus que Yaoundé décide de positionner à cet endroit. Ils perdent leur statut d'enseignant et ils oublient les vrais problèmes. C'est ça. Donc il faut arriver à un moment. Et c'est la même chose souvent même aussi dans les universités. Je n'y suis pas de plein pied, mais on entend dire qu'il faut élire le recteur, il faut élire le doyen. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, il y a une subjectivité naturelle chez les hommes. Maintenant, il y a un autre problème que moi je vois dans tout ça. C'est que les enseignants ont cru qu'ils pouvaient créer des couloirs parallèles pour joindre les deux bouts, en laissant leurs problèmes. Le couloir parallèle, là, c'était ce qu'ils appellent dans leur jargon les champs. Trop de vacations. Tu enseignes dans une localité, tu y vas une seule fois par semaine ou bien par mois, tu pars, tu restes à Yaoundé, tu multiplies les champs. Sauf que là-bas, alors, ils ont réussi à dévaloriser. Vous savez qu'il y a des collèges privés où on propose à un enseignant de lycée 700 francs à l'heure. Wow. Et il prend. Vous savez qu'il y a des enseignants qui prennent. Wow. Et quand on est dans cet environnement, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Vous créez vous-même des problèmes en croyant que vous allez résoudre. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dévalorisé par l'État et vous êtes dévalorisé par le privé. C'est la même chose qui se joue au niveau de l'université. C'est-à-dire, les gens qui sont à l'université savent qu'ils ont un petit salaire. Ils savent que les nouveaux là qu'on va les recruter, ils vont laisser une taxe automatique au ministère des Finances chez les gestionnaires de prise en solde. Ils vont faire, c'est automatique. Les deux précédentes, c'était 10% de leur salaire. C'était comme ça. Ils revendiquaient, mais ne pouvaient pas faire des marches. Ils cherchaient le travail, ils ont eu le matricule et ils veulent de l'argent pour nourrir femmes et enfants et gérer les dettes cumulées. Et ouais. On se retrouve donc dans quel environnement? On commence à compter sur la prime de recherche. Nous, on discute avec certains. La prime de recherche devient quoi? Ça devient une affaire où on se cotise quand on vient d'être réunis. C'est-à-dire, on se dit, nous sommes ceci, dès que ça tombe, chacun prend sa part et il construit sa maison, il achète son terrain et tout. Dans un tel environnement, on ne peut pas penser, positionner, parce que je l'ai dit, si on pas évalué, et je ne sais pas qui prendra ce risque de faire cette étude, entre les fonds injectés de l'éducation de base jusqu'au secondaire, jusqu'au supérieur, pour le paiement, le fonctionnement de nos universités et de nos écoles, et le retour des produits. C'est pourquoi il faut combattre le chômage. Tant qu'on ne combat pas le chômage, vous allez rester là dans les lycées, vous arrivez, vous discutez avec des gens. Alors, plusieurs problèmes aussi ont déjà été évoqués, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Hein, c'est un schéma à faire. C'est un schéma à faire et c'est un schéma à la fois. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Les enfants n'étaient pas à l'école durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Lundi c'est demain. Et d'ailleurs, les examens c'est à partir du mois de mai. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, moi je suis souvent pratique. Hein. Oui, allons-y. Quand j'entends les gens discuter en cours de mandat, je dis vraiment que ces discussions n'ont pas lieu. Je peux être méchant. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi, qu'ils continuent. À gréver? Non, qu'ils continuent, qu'ils rentrent dans les classes. Qu'ils enseignent? Monsieur Oye, qui rentre à Monsieur Oye, élaboré. Qu'ils rentrent dans les classes, ils enseignent. La prochaine élection au Cameroun aura lieu. Oui, c'est 3 ans. Un pays ne se construit pas. Monsieur, un pays ne se construit pas par des revendications. Que vous-même vous savez que séance sénat, elles ne seront pas prises. Comment ça? Les 191 milliards qui doivent apurer tout ce que l'État doit, on ne peut pas leur donner ça demain. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se syndiquer, ils doivent rentrer dans les syndicats, faire le travail et se dire, le prochain, on négocie quoi? On réforme un secteur quand il y a les élections. Vous dites, voilà notre objectif, et qui deviennent des militants de partis politiques dignes de ce nom, qu'ils arrêtent de venir se féliciter sur les plateaux
excellent camarade, véritable politique publique pour l'avancement global. La prochaine élection, c'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. La prochaine élection, c'est dans 3 ans. Le Cameroun est appelé à être émergent. On parle de 2035. Puisque on va faire un dernier tour de table sur cette question avant d'évoquer la deuxième actualité. Mais je voudrais, monsieur Émile Messi, qu'est-ce qu'on fait? Demain, c'est lundi. On fait quoi exactement? Les enfants retournent à l'école ou pas? Les enseignants reprennent la craie ou pas? Non. Puisque l'État ne s'est pas prononcé jusqu'ici. Mais également, ces mouvements associatifs peuvent s'interroger. En se disant, on a parfois vu des secteurs où les gens ont posé des revendications. Quelques heures ou quelques jours après, on avait quand même créé un certain apaisement. Vous savez, toutes les revendications aboutissent toujours par des négociations. Je ne sais pas les leaders de ces revendications, mais il me semble quand même que j'ai vu tout un mémorandum sur la table du chef de l'État que ces enseignants ont eu posté. Et certains membres du gouvernement, certains points même... Avant la grève, je pense que certains mouvements associatifs sont passés par le Premier ministère. Oui, notamment, voilà. Ils sont allés rencontrer le secrétaire des services du Premier ministère. Voilà. Mais la grève ne s'est pas arrêtée. Hein. Bon, disons que la grève n'est pas aussi systématique comme je le pensais. Il y a certains qui vont à l'école, d'autres n'y vont peut-être pas. C'est pour ça que je vous ai parlé de la culture syndicale. Parce qu'en réalité, ces enseignants, même qui font grève sans être dans le syndicat, s'exposent. Ça, il faut le savoir. Vous ne devez pas faire de mouvement de grève si vous n'avez pas la caution du syndicat qui a officiellement annoncé la grève. Si, comme vous avez appris qu'il y a grève, si vous partez comme ça, non, vous vous exposez sur le plan des principes. Ça, il faut déjà le savoir. Pour dire que ce qui mène la grève, les leaders doivent continuer à dialoguer. Je ne peux pas penser que les ministères concernés vont rester sourds sans qu'il y ait quelque chose qui puisse apaiser, tout au moins à court terme, l'aboutissement de ces revendications-là. Maintenant, je voudrais également dire quand même qu'il y a eu beaucoup de défaillances. Vous savez, quand on prend le statut particulier des corps de l'éducation signé le 5 décembre 2000, je me rappelle bien le ministre professeur Olité, le ministre de l'Éducation nationale, la grande éducation nationale à l'époque, qui avait l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, avait tracé un certain nombre de choses. Que plus de 20 ans après, on se voit encore à discuter sur des petites choses. Même le profil de carrière avait été indiqué dans ce statut. Moi, je me rappelle, il était dit que nul ne peut prétendre être surveillant général pour le cas du lycée si vous n'avez pas au moins 5 ans de service. Sincère, je crois que c'était 10 ans. Proviseur, c'est qu'il n'est pas le cas en ce moment. Mais c'est ce que je regrette. Après sortie de l'école, les gens 20 sont ans après, pourtant le statut n'a pas été modifié. C'est là. Il est tout simplement question pour ces grévistes de prendre le statut et de dire que voilà le statut qui nous donne un certain nombre d'avantages. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas 16 ans d'avantages, notamment le profil de carrière. Bien évidemment, d'autres primes sont là. C'est Palmer Academy qui avait été institué. Je ne sais pas comment on fait ça. Est-ce que c'est dans l'esprit qui avait été vraiment pensé? Moi, je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il faut revoir. Et je dis davantage, les enseignants eux-mêmes, qu'ils cherchent des problèmes pertinents. Je dis les avancements, les autres là. Pour moi, c'est des acquis. Et si les ministres ne font pas leur travail, que ça soit clair que c'est eux qui sont défaillants. Il faut le dire. Merci. L'enseignant ne doit pas payer pour son salaire. Merci alors que les autres l'ont. Monsieur. Ce n'est pas normal dans un pays normal. Émile Messi, professeur Ouanangini, en parlant notamment du secondaire tout à l'heure, on ne va ne pas se rappeler que ces syndicats revendiquent également le paiement des corrections de copies du baccalauréat. Et je dis le mois de mai qui arrive à grands pas, c'est le mois des élections, le mois des examens au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait demain, c'est lundi? Les enseignants devraient faire profil bas, continuer à enseigner, que nos enfants aient à l'école et que l'État décide le jour où il décidera d'améliorer leurs conditions. C'est à eux de voir ce qu'ils doivent faire, mais de toute façon, il ne faut pas rêver. Les contraintes financières sont très fortes. L'État n'a pas les moyens, dans l'immédiat, de régler tous ces problèmes. Il peut le faire à échéance. Et ces problèmes sont présents dans tous les niveaux d'éducation. À l'enseignement supérieur, il y a une question qui est de plus en plus difficile. C'est le paiement du suivi des thèses, le paiement même des mémoires, des encadrements. C'est quelque chose qui est très difficile. On ne sait même plus combien l'État peut devoir à tel ou à tel.
Donc l'État peut payer progressivement, mais évidemment... Mais il faut que l'État prenne la parole. Il faut que l'État s'exprime. Il faut que l'État rencontre les syndicalistes. C'est la manière de négocier. Si vous négociez de manière très radicale, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester plusieurs mois sans aller et ça ne va rien régler. Et le grand perdant, c'est qui dans cette affaire, prof? Et au final, faites très attention. L'État, c'est l'État. Ça veut dire que si vous faites le bras de fer de manière sévère, on peut engager des procédures qui seront des procédures de licenciement, quitte à ce que vous alliez vous battre dans les tribunaux administratifs et autres. Donc, l'idéal pour l'instant, c'est de rester dans le dialogue, de négocier de telle manière que l'État puisse faire des interventions d'urgence. Mais ces interventions d'urgence ne seront pas en mesure de couvrir toute la demande. Donc, il faut être réaliste. Si on a près de 200 milliards à devoir payer, dans les conditions actuelles, avec la structure des problèmes actuels, il est évident qu'on ne les aura pas. Parce qu'il y a d'autres secteurs, voilà pourquoi je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Quand on dit aux gens que faire les guerres, faire tout ça, ce n'est pas bien, ils ne veulent pas. Voilà. Mais c'est vous qui parlez, prof. L'État n'explique rien, le gouvernement ne parle pas. Voilà donc le résultat, ça dit que les ressources aux acteurs qu'on peut utiliser pour les secteurs nécessaires, vitaux de la société, sont utilisés pour quelque chose qui est peut-être aussi nécessaire, mais qui n'aurait pas eu lieu. Ça permettrait d'utiliser ces ressources dans l'éducation, dans la santé, ailleurs où ce serait plus utile en fait. Mais si l'État, lui, est contraire à assurer la sécurité, il y a, en termes de balance, le choix est vite fait. Ok, monsieur Aruna, le professeur d'enseignement général de mathématiques au lycée bilingue d'Ayos, demain les cours reprennent? Demain, les cours reprennent, mais avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais réagir par rapport à Dr Meka, Dr Nka, qui disait que dans 3 ans, il y aura élection. Dans 3 ans, on ne va pas changer les Camerounais avec la même mentalité. Et pour gagner une élection, il faut avoir un bon kilo. On ne serait pas un bon kilo. Il faut peser un très bon poids. Et je pense qu'il faut toujours éviter de tout mener sous l'angle politicien. C'est la politique qui devra régir. Quand on parle de l'éducation, évitons ça, évitons cette affaire donc politique, non. Vous ne savez pas qu'on parle d'élection pour pouvoir peut-être changer les choses, pour voir les conditions des enseignants. 3 ans, c'est très long. 3 ans, c'est... il faut régler ça. Monsieur, pourriez-vous demander si demain on ira à l'école ou pas? D'abord, la question, c'est, il faut le savoir, ce ne sont pas tous les enseignants. Oui, ça on le sait. On parle de OTS. Est-ce qu'ils sont réunis dans un syndicat? Point d'interrogation. Et ça pose problème parce que ne faites pas comme si tous les enseignants étaient en grève. Non. C'est la raison pour laquelle j'appelle les chefs d'établissement au dialogue. Parce que dans chaque établissement, on identifie les OTS. Les chefs d'établissement gagneraient à dialoguer avec eux, à les mettre dans une position de confiance. Il faut que ces enseignants comprennent que le problème, le gouvernement est en train de faire tout et tout pour apporter une solution, peut-être à court ou à moyen ou à long terme. De deux, le gouvernement doit créer ce que moi j'appelle une similitude communicationnelle. Le gouvernement doit dialoguer pour galvaniser ses enseignants. Donc voilà la meilleure solution. Mais demander si demain il y aura cours. Il y aura cours. Et il y aura pour peut-être les enseignants qui sont en grève ne vont pas faire cours. Mais attention, monsieur Ouye, ce qui est très dangereux chez les enseignants, l'enseignant peut aller en classe sans enseigner. L'enseignant peut aller en classe toujours en position de grève sans rien faire. C'est la raison pour laquelle il revient à chaque chef d'établissement de dialoguer avec ses enseignants. Merci beaucoup, monsieur Aruna. Rapidement, avant d'entrer dans ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu la note dans la Sanaga maritime où on va accompagner les enseignants volontaires. Ils se feront accompagner par des gendarmes qui donnent... Est-ce que c'est la meilleure méthode? Ce n'est pas la meilleure méthode. Oui. Moi je dis, et je précise ma solution, changer une politique publique dans un cycle normal, ça se passe au cours des élections. Vous avez le choix de choisir un candidat qui répond le mieux à vos attentes. Et vous avez 3 ans pour travailler cela. Ça peut encore arriver après 2025, mais vous aurez avancé. Si on ne le fait pas, il y a eu par le passé, quand les enseignants ont grévé, on est allé à l'université.
Si demain on rentre à l'université, on recrute des gars à l'université, on met dans les salles au lycée. Docteur, merci beaucoup. Merci. C'est terminé pour le premier thème, M. Aruna. Ses fonctions étant apolitique. Merci, M. Aruna et Dr K d'avoir pris la parole sur cette question. Vous avez déjà réagi. On va passer à notre sujet, monsieur. En un mot, allez-y, on va vous l'accorder. Allez-y. Pour dire que les enseignants ne doivent pas se décourager. Le chef de l'État prend à cœur leurs préoccupations. La preuve, c'est qu'ils sont déjà passés chez le Premier ministre, chez le gouvernement, et maintenant leurs doléances sont sur la table du chef de l'État qui ne manquera pas à apporter des solutions. Et vivement que vos informations permettent aux enseignants de retrouver le sourire et surtout de retrouver la craie pour pouvoir enseigner leur savoir, notamment à tous ces élèves qui sont nombreux. Et d'ailleurs qui vont reprendre, qui passent les examens dès le mois de mai 2022. L'autre sujet du club cet après-midi ou encore ce dimanche, chers téléspectateurs, c'est notamment l'actualité internationale. Certains parlent de Russie, Ukraine, d'autres parlent d'Ukraine, Russie. Dans tous les cas, c'est le deuxième thème de cet après-midi. En novembre 2021, les mouvements des troupes inhabituels à la frontière ukrainienne inquiètent les Américains. Washington envoie William Burns, ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, discuter avec les services de renseignement du Kremlin. À la fin du mois, le gouvernement de Kiev estime que 92 000 soldats russes sont massés aux frontières du pays et que les missiles balistiques russes sont stockés dans la zone. Dès le 15 novembre, les États-Unis renforcent leur présence en mer Noire et réalisent des exercices, ce que Vladimir Poutine va considérer comme une provocation et il le fera savoir au téléphone à Emmanuel Macron. Début décembre, le patron du Kremlin annonce ses exigences, une garantie que l'Ukraine n'adhérera jamais à l'OTAN pour laquelle il prépare 2 traités et le retrait des forces de l'OTAN des pays de l'ex-espace soviétique. Dans le même temps, Joe Biden, du trône de la Maison-Blanche, agite la menace de sanctions en cas d'invasion. Une dizaine de jours plus tard, Moscou déploie des soldats en Biélorussie pour des exercices militaires et dans la période de Noël 2021, l'OTAN renforce ses forces dans les pays de l'Est de l'Europe, membres de l'Alliance. Washington place alors 8500 militaires en état d'alerte. Moscou lance à ce moment-là de nouvelles manœuvres près de l'Ukraine et en Crimée. Du 14 au 16 janvier, une vaste cyberattaque que Kiev attribue à des pirates informatiques russes touche des sites institutionnels, militants et médiatiques ukrainiens. Le 2 février, après l'annonce d'exercices militaires russes et bélarusses à la mi-février, Washington redéploie 3000 soldats en Europe de l'Est. Les parties prenantes amorcent elles aussi une séquence diplomatique très intense. Des coups de fil quotidiens, des déplacements en Ukraine et à Moscou qui pourraient aujourd'hui être qualifiés de séquences de poker menteur. Vladimir Poutine de son côté souffle le chaud et le froid, promettant un jour la paix et l'autre la guerre. Toujours dans cette volonté de faire bouger les lignes, Vladimir Poutine s'est dit prêt à des compromis après un entretien avec le président français. Puis, les armées russes et bélarusses débutent des manœuvres de grande envergure. L'OTAN insiste alors sur le risque réel d'un nouveau conflit armé en Europe et la France annonce des renforts militaires possibles en Roumanie. À la mi-février, Kremlin annonce un retrait partiel de ses forces aux frontières ukrainiennes et explique qu'il n'a jamais été question que ces forces restent en place. Mais l'OTAN et Washington disent ne constater aucun signe de désescalade. C'est là que les choses s'accélèrent. Des heurts accrus se déroulent dans l'est de l'Ukraine dès le 17 février. L'armée russe augmente ses forces de 7000 soldats supplémentaires. Les renseignements américains en comptent 150 000 le long de la frontière. 2 jours plus tard, l'armée ukrainienne annonce la mort de 2 de ses soldats. Toujours le 17 février, Vladimir Poutine prononce à la télévision russe un discours extrêmement offensif dans lequel il reconnaît l'indépendance des républiques séparatistes du Donbass. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme alors dans un communiqué considérer la décision de la Russie comme une violation de l'intégrité territoriale de la souveraineté de l'Ukraine. Les États-Unis annoncent des sanctions contre les régions séparatistes. L'Allemagne et la France condamnent également le discours russe, mais laissent ouverte la porte de la diplomatie. Toutes les pièces du puzzle sont désormais en place. Les républiques séparatistes, nouvellement reconnues,
appelle la Russie à l'aide. L'intervention militaire russe en Ukraine, qui était déjà envisageable, est devenue une réalité dans la nuit de mercredi 23 février au jeudi 24. Merci à Donald Agnouzan notamment pour cette partie de l'histoire. D'abord le professeur Ronan Guiné sur cette question, sur cette guerre Russie-Ukraine lancée par des opérations de la Russie. Et la grosse question, c'est le continent africain. Est-ce que l'Afrique devrait craindre quelque chose? On a écouté quelques réactions, notamment celle de l'Union africaine, notamment également celle de l'Afrique du Sud. On n'a pas beaucoup entendu les présidents et chefs d'État africains prendre la parole sur cette affaire. Je crois que ce sont des hommes sages. Comment ça? Il faut laisser la dynamique du conflit se développer pour savoir exactement jusqu'où ce conflit peut aller et de quoi il retourne vraiment. Mais en fait, les bases du conflit se trouvent dans le démantèlement de l'Union soviétique et la gestion politique, diplomatique et stratégique de ce démantèlement. En effet, quand l'Union soviétique éclate en 1991, l'Union soviétique donc se dilue et s'effondre et apparaissent donc différents pays sur le territoire de l'ancienne Union soviétique. Le noyau demeure la Russie. La Russie qui dans un premier temps est contrôlée par des groupes gouvernants qui sont en décalage avec l'ancien appareil d'État soviétique, mais au final accède à la tête de cet État russe un produit typique de l'appareil d'État soviétique qui est Vladimir Poutine, qui est un produit de l'appareil militaro-sécuritaire et de renseignement, qui lui a conservé un regard assez plein de ressentiment en tout cas sur ce qui s'est passé. Et dans le temps, il y a donc des discussions qui sont menées entre la Russie, les États-Unis et les autres pays occidentaux sur la manière de gérer la situation. Et qu'est-ce qu'on voit alors que l'Union soviétique a disparu, alors qu'évidemment, dans ce contexte, le pacte de Varsovie a éclaté, l'OTAN est maintenu. Et ce qui se passe, c'est que l'OTAN resserre la surveillance de la Russie en intégrant un certain nombre de pays qui étaient dans le bloc soviétique et puis s'avance véritablement vers la Russie au point de toucher là où il ne fallait pas toucher. Ce qu'il ne fallait pas toucher, c'était l'Ukraine. Parce que si vous positionnez des systèmes d'armes en Ukraine, vous appartenez à une alliance qui a été contre l'URSS, oui, dont le noyau de survivants demeure dans la Russie. C'est que vous menacez la survie de la Russie. C'est exactement la problématique de ce qui s'est passé en 1962 lorsque Kennedy a refusé que les soviétiques déploient des missiles à Cuba parce que les États-Unis étaient à portée de canon. Et pendant longtemps, les puissances occidentales ont traité la Russie par le mépris. Et vous savez que l'appareil d'État soviétique était construit d'une certaine manière et les questions d'honneur et de considération sont très importantes pour les apparatchiks. Et Poutine a un apparatchik typique. Donc, là maintenant, il a décidé que la récréation est terminée. Comme ils n'ont pas voulu écouter le discours de la raison, comme ils n'ont pas voulu écouter le discours de la négociation, il déploie les moyens de coercition qui sont à sa disposition. Et si vous avez bien vu Poutine, si vous savez lire les attitudes corporelles, il ne s'amuse pas. Si un pays intervient là, on va entrer dans une guerre mondiale. Ce n'est même pas les amusements. Parce qu'on voit quelqu'un qui est sûr d'avoir quelque chose qui serait de l'ordre de l'arme absolue. C'est-à-dire que quand vous l'entendez parler, il vous dit, vous êtes en train de vous amuser. Mais si je me fâche et que je sors mon gourdin, quand ça va vous taper, vous n'allez pas vous relever. C'est ce qu'il est en train clairement de dire. Bon, pour l'instant, bon, les autres savent, ils ont un niveau d'information considérable.
Bon, il joue la diplomatie, il joue les sanctions économiques. Même les sanctions économiques ne doivent pas aller à un certain niveau. Parce que ce serait une déclaration de guerre. Si vous excluez la Russie du système SWIFT, par exemple, comme certains l'ont recommandé, si vous coupez toutes les transactions économiques, même si certaines ont été gelées autour du gaz, vous mettez la Russie dans une position de guerre. Et la Russie est prête. Et il y a un autre pays, je finis là-dessus, qui joue un jeu qui est plus subtil, mais qui soutient la Russie avec une certaine... C'est la Chine. Oui, exactement. Parce que stratégiquement, vous montez, vous descendez, d'ici 15 ans, la Chine va absorber Taïwan. Veut ou pas. C'est-à-dire que vous allez être content, vous ne serez pas content. Ils vont absorber Taïwan. Ouais. Donc la démarche russe les intéresse précisément parce qu'elle est en train de construire un contexte qui leur est favorable. Et ils ont le même type d'évolution des systèmes d'armes, c'est-à-dire les missiles hypersoniques. Et de l'autre côté, on n'a pas encore trouvé la solution technologique pour contrer ces missiles hypersoniques. Merci beaucoup au professeur Ouanguidi notamment pour cette note d'histoire. Mais l'Afrique dans tout ça, Émile Messi, on n'entend pas les présidents africains prendre la parole. Tout à l'heure, le professeur a dit qu'ils sont sages. Est-ce qu'on est sage de voir par exemple un pays qui mène une guerre qui peut pousser à un autre éclatement ou encore à une guerre qui peut être plus grave que ça? Les présidents africains ne s'expriment pas. Si vous permettez, vous souhaiteriez que le conflit soit transféré en Afrique, ce qui est possible. Parce qu'il y a déjà des éléments d'un conflit planétaire, c'est-à-dire d'une guerre mondiale en Afrique. Ce qui se passe au Mali, même en Centrafrique, ça peut rentrer dans un enchaînement conflictuel planétaire. Oui, donc il faut faire extrêmement attention. Et en ce cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'exprimer. Il ne faut pas quand on sait par exemple que la Russie est installée et en Centrafrique... Au-delà des condamnations de plainte, il ne faut pas s'exprimer. Et il faut que dès aujourd'hui, là, que les Africains se disent, si les gens ont décidé de faire la guerre, qu'ils fassent la guerre là-bas chez eux, nous on n'est pas là-dedans. Alors, on n'est pas là-dedans. Non, ce qui est vrai, c'est que, comme vous insistez... Non, j'insiste pas. Sur le plan de principe, c'est une guerre qui se passe chez les Occidentaux. L'Union africaine s'est prononcée quand même. Oui, s'est prononcée pour condamner cette... Voilà. En ce qui mais on aurait voulu voir des chefs d'État prendre la parole, faire des discours, comme on l'a vu dans... En ce qui concerne dans les États, vous devez savoir que Yaoundé est préoccupé par ce qui se passe actuellement. On n'a pas de discours, on n'a rien. Je suis attentivement le déroulement des événements. En qualité de sage, alors. Tout à fait. Parce que tout compte fait, l'Afrique n'est pas épargnée. Exactement. Ça, vous l'a dit tout à l'heure. Et dans ces conditions-là, l'agitation et la précipitation ne servent à rien. Ouais. Parce que ce qui se passe, il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Il faut le dire clairement. Et les rapports entre les États aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la puissance des États. Quand vous êtes puissant, vous manifestez votre puissance. Il faut vous rappeler à la dislocation des États soviétiques dans les années 90 avec la chute du mur de Berlin. Comprenez donc que la Russie qui a dans l'héritage de ce bloc-là a travaillé pendant plus de 30 ans aujourd'hui pour revenir en force. Parce qu'il faut le dire comme cette façon saine. La Russie était au travail pour reconquérir. Vous savez que le monde était dans deux blocs. Et un bloc a été complètement effondré. Pour des raisons que nous savons. Lorsqu'en 1991, Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït, on a vu comment les Américains sont intervenus. Jusqu'à les tuer. Saddam Hussein. Tuer physiquement. C'était des signes de puissance. Personne n'a rien dit. On a vu l'autre jour, il y a moins de 11 ans, en Libye, avec Kadhafi. Tout le monde a vu comment on a assassiné Kadhafi. Et là aussi, on n'a pas beaucoup entendu les chefs d'État. C'est des signes de puissance. Aujourd'hui, donc, ils ne parlent pas. Ce que je veux dire, les chefs d'État ne prennent pas la parole. Non, les chefs d'État africains ont parlé en 2011. Mais leur parole a été complètement méprisée. Il ne suffit pas de parler. Puisqu'ils ont même commencé les bombardements alors que le chef d'État sud-africain était en Libye pour discuter avec le guide. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la Russie se sent capable, pour expliquer cela simplement. Okay. La Russie se sent capable en pensant qu'il a ses droits en Ukraine. Okay. Parce que stratégiquement, l'Ukraine c'est le territoire de la Russie.
Il ne faut pas l'oublier, hein. C'est la frontière à l'ouest. Et que l'OTAN pense installer une base nucléaire en Ukraine. Et comme ça ne suffit pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est de la vraie provocation. Et si vous n'avez donc pas de moyens, si vous n'êtes pas puissant, monsieur Emile, vous ne pouvez pas faire ça. Que ce soit justifié ou pas, les actions posées par la Russie, l'Afrique dans cette affaire-là. L'Afrique, ce qui est vrai, c'est que tout cela va se déporter en Afrique. Alors, déjà en Afrique de l'Ouest, en Centrafrique, vous voyez l'intrusion de la Russie et de la Chine. Oui. C'est actuel. La question ne se pose même pas. Ok. Quand les Maliens disent aux Français tout ce qu'ils disaient aujourd'hui, ils comptent sur qui? C'est la Russie, tout le monde le sait. Tous les coups d'État. Même si de façon formelle, l'État malien n'a pas. Voilà. Vous reprendrez certainement la parole tout à l'heure. Moi, je vais interroger Dr Pierre Casse sur cette question. D'ailleurs, vous produisez une émission qui parle beaucoup de diaspora. Et on sait que la diaspora africaine est du côté de l'Ukraine. Qu'est-ce que les pays africains font, par exemple, pour leur diaspora? On n'a pas eu on ne voit pas des initiatives à vouloir peut-être rapatrier leurs compatriotes. Il y a des jeunes étudiants qui sont là-bas, certains travailleurs. Qu'est-ce qu'on fait des Africains qui sont, par exemple, en Ukraine et qui souhaitent revenir en Afrique? Vous savez, les diplomaties africaines dans tous ces pays ont le système de suivi de ces gens. Pour le cas du Cameroun, notre représentant en Russie, qui a aussi vocation sur l'Ukraine, a passé un message où il a donné un numéro de code où les gens peuvent contacter en cas de détresse. En réalité, c'est l'état de guerre. Lorsqu'on a guerre, ça devient souvent le sauve qui peut. Et l'État, naturellement, doit rester dans sa posture. Mais on voit des pays qui organisent souvent... Oui, ça ce sont les pays comme on dit. Rapatrier c'est pas des pays comme le Cameroun. Oui, personne ne peut le faire. Voilà. Même actuellement, ils disent simplement aux gens de prendre des précautions. Mais quand vous dites quoi pour l'Afrique, moi je dis, et là, je taquine un peu un ministre, nous sommes en plein dans l'histoire et la géographie. En Russie et Ukraine. Un ministre nous avait dit qu'on n'a pas besoin, que ça ne sert à rien. Mais là, on est en plein cours d'histoire et de géographie. Ce qui fait quoi? Moi, je travaille essentiellement sur les logiques de sortie du containment géopolitique occidental. Pour le cas de l'Afrique, on a un moyen là de penser à un révisionnisme. Hier, nous sommes le 27 aujourd'hui. Hier, c'était le 26 février. Il y a exactement 137 ans où 14 pays se sont assis, ils ont divisé un continent. Que faisons-nous? Parce que quand la Russie évolue, elle a annexé la Crimée en 2014. Exactement. Mais si on rentre dans les cours d'histoire, Yalta, c'était avant tout ce qu'on allait faire pour la création de l'ONU. Yalta est localisé en Crimée. Donc naturellement, les gars sont dans un révisionnisme utile pour ce qu'ils appellent un nouveau monde. Parce qu'il faut dire vrai, les institutions héritées en 1945 sont obsolètes aujourd'hui. Des Africains l'ont écrit, des universitaires, on ne fait rien. On est en phase de négociation, on est en phase de raisonnement, on est en phase de bavardage. Le monde, c'est-à-dire les grands, n'écoutent pas. Il faut voir les résolutions même au sein du Conseil de sécurité. Il y a la Chine, parmi les membres permanents, qui a dit vraiment, moi je ne vote pas pour votre affaire là, abstention. La Russie a convoqué son veto, l'Inde, abstention, dans d'autres pays. C'est pour dire que dans cette configuration-là, les gens vont défendre leurs intérêts parce qu'ils ont intérêt à ce que le monde aujourd'hui change. Et ce monde doit être un monde plus de domination à outrance. La domination ne doit plus être physique. Elle peut différer par l'intelligence que chaque pays pourra mettre, par exemple, pour développer son économie, sur le plan technologique, sur le plan... Mais cette présence des grands, entre guillemets, sur des territoires, sur certaines zones, doit prendre fin. C'est là où l'Africain doit penser un peu. Parce que tout ce qui a été fait, même en 1939, c'était le fruit d'un révisionnisme de la Première Guerre mondiale. Et ce révisionnisme va continuer. Si on en arrive là, c'est parce que les grands sont un peu trop grands et ils se disent qu'ils sont des dieux de la planète.
Et nous autres Africains, nous avons un problème, c'est un problème de conciliation. Qu'on se dise quelle est la position. Est-ce qu'il faut être pro-russe? Je vois tout le monde est devenu spécialiste sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce qu'il faut être pro-OTAN? Difficile de prendre une position parce que les alliances sur la scène internationale, à mon sens, sont généralement... Alors l'Afrique ne prend pas la parole. On se contente. Non, la seule institution, on vous rappelle ça. C'est-à-dire l'annonce faite par l'Union africaine en se disant... La seule institution qui peut le faire. Elle a parlé pour toute l'Afrique. Mais vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi? Pour être un acteur dont la voix compte à l'échelle internationale, il faut aussi être un acteur capable d'influencer la distribution de ces ressources. Nos chefs d'État, de manière frontale, ne se sont jamais positionnés dans cette logique. Et vous voyez, et c'est comment je convoque l'histoire. Je convoque l'histoire parce que c'est une opportunité, Russie, Ukraine, c'est une opportunité pour l'Afrique de se repositionner, de penser aussi à son repositionnement face à ce qu'on appelle les agresseurs, parce que en réalité, c'était des agressions de venir sur des terres africaines, faire ce qu'ils ont fait, spolier l'Afrique de tout son patrimoine. Vous avez tout le débat sur la restitution. C'est le moment. Pour moi, le vent est favorable. Merci beaucoup, docteur Pierre K, sur cette question en ce qui concerne la diaspora. Même si le professeur nous l'a rappelé, aucun pays n'a aujourd'hui... on va dire pas l'épaisseur nécessaire pour aller rapatrier ses compatriotes. Et d'ailleurs, Pierre K qui nous fait savoir qu'il y a des possibilités puisqu'on est en train de réfléchir. Mais à un moment donné, il faut que l'Afrique puisse agir, monsieur Aruna. Il faut que l'Afrique puisse se sentir aussi forte, que l'Afrique puisse prendre certaines positions. Et d'ailleurs, la Russie est implanté dans certains pays africains de façon officielle. On sait que c'est du côté de la Centrafrique. Du côté du Mali, ce n'est pas encore tout à fait très clair. Mais en réalité, l'Afrique, sa diaspora, face à ce qui se passe chez les Occidentaux. Oui, monsieur Oye, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'Union africaine s'est exprimée, à savoir... L'Union africaine veut un cessez-le-feu immédiat. Comme le secrétaire national des Nations Unies qui s'est exprimé. Pour emprunter des voies de négociation diplomatiques qui pourraient mettre fin à cette guerre. Mais il faut comprendre aussi la position de l'Union africaine parce que cette guerre pourrait avoir des conséquences graves en Afrique. Il ne faut pas perdre de vue que l'Ukraine et la Russie font partie des pays producteurs des céréales comme le blé. Et comme nous le connaissons très bien, la fréquence d'importation en Afrique est importante. Mais quand on fait une analyse approfondie, M. Ouye, l'Afrique gagnerait à garder une position de silence. Si je marche position de sage. De sage qui ne s'exprime pas. Et s'allie à la fin vers le meilleur. Hein? Non, mais on a nationalement et le Cameroun gagnerait à ne rien dire pour le moment. À ne rien dire, parce que quand on entend le président russe, et on parle du missile, où c'est le Satan 2 qui pourrait anéantir tout un pays, je pense que ce n'est pas une blague. L'Afrique doit rester calme et à la fin se repositionner, monsieur Ouye. Alors, professeur Wolangili, ce qu'on sait également au regard des autres informations, c'est que le président Poutine est déterminé à envahir l'Ukraine et à certainement installer ses propres ambitions, même si certains occidentaux ont déjà annoncé quelques sanctions, etc. L'Afrique, dans toutes ces sanctions-là, d'une manière ou d'une autre aussi, peut subir une Afrique qui a très souvent du mal à produire un certain nombre de choses, une Afrique qui préfère toujours s'asseoir sur la dernière chaise, une Afrique qui a toujours du mal à pouvoir s'exprimer quand on parle quand même d'un problème aussi important où des gens vont perdre la vie. L'Afrique ne s'exprime pas, mais on devrait craindre d'une manière ou d'une autre en Afrique. On ne s'exprime pas n'importe comment, sur n'importe quoi, ni n'importe quand. Ça, c'est une lutte de puissance d'une certaine envergure. Où d'ailleurs même les très puissants ne peuvent pas s'exprimer n'importe comment. C'est-à-dire que même les Américains, face à ce que les Russes ont fait, ils sont tranquilles. En fait, c'est de la gesticulation qu'ils font. Si quelqu'un est fort, comme on pourrait dire, qu'ils aillent en Ukraine. Et on verra.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Poutine a joué sur un ressort qui est le seul ressort face auquel l'Occident s'arrête. C'est-à-dire c'est l'existence d'un moyen de force d'une dimension exceptionnelle qui a donc une capacité dissuasive. Si vous n'avez pas ce moyen de force, l'Occident vous écrase. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc quand vous les voyez tranquilles, c'est parce qu'ils savent qu'en face, il y a du répondant. Maintenant, il n'est pas sûr que Poutine envahisse en fait complètement l'Ukraine. Il n'a peut-être pas intérêt à envahir l'Ukraine. Il a juste besoin qu'à la tête de l'Ukraine, il y ait des gens qui correspondent aux intérêts stratégiques de la Russie. Autrement dit, l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne peut pas collaborer avec l'OTAN pour que son territoire soit utilisé, pour que des systèmes d'armes soient pointés contre la Russie. Je crois que c'est ce qu'ils recherchent de manière essentielle. Et je crois, malgré toute la gesticulation, il va obtenir cela. Quitte à ce qu'on enlève à l'Ukraine certains morceaux. Il n'a pas nécessairement besoin de reprendre le contrôle territorial de toute l'Ukraine. Il suffit de, comme il a déjà fait en Crimée, de contrôler la zone qui permet d'accéder aux mers chaudes. Il peut laisser le reste de l'Ukraine. Je crois qu'il va arriver à imposer cela. Mais si l'Occident réagit en tentant un bras de fer, on va entrer dans une guerre mondiale. Parce que la guerre commence souvent par des choses que vous pensez être contrôlables. C'est des petits événements. Après, l'enchaînement se met en place et il devient inexorable. Donc, la gestion de la situation actuelle doit se faire avec, du côté de l'Occident quand même, un certain état d'esprit. Bon, les condamnations de principe, oui. Sauf que l'Occident a fait la même chose à plusieurs reprises. Ils ont détruit des gouvernements, ils ont détruit des pays, ils ont massacré des centaines de milliers, sinon des millions de gens, et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Poutine même n'a pas fait le niveau de violence qu'ils ont pu faire. Donc, on attend de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, mais pour la prise de contrôle de l'Ukraine, elle sera faite. Mais ça ne va pas nécessairement prendre la forme d'une occupation coloniale. On verra bien ce qui se passera dans cette guerre, on va dire, Russie-Ukraine, mais en attendant peut-être qu'il y ait des meilleurs mécanismes pour les Africains. Dr K, vous qui êtes un spécialiste des diasporas, il va falloir d'une manière ou d'une autre commencer, même si on ne prend pas parole de façon officielle, commencer quand même à penser à des stratégies pour permettre à ces Africains-là, celles qui souhaitent revenir, qui reviennent en Afrique aisément. Oui, le problème des diasporas, c'est que les diasporas sont prêts à revenir. C'est notre environnement. Est-ce que nous avons un environnement propice à ce qu'ils ont dû obtenir là-bas sous forme de socialisation? Mais très souvent, on écoute des discours des chefs de l'État qui appellent membres de la diaspora en disant « Revenez, oui, partagez votre expertise. » Oui, absolument, sauf que les contextes diffèrent. C'est-à-dire quand un gars quitte l'Allemagne, par exemple, l'un des pays les plus développés du monde, il revient, il est buté face à d'autres réalités et ça ne donne pas. Mais ils sont là et vous pouvez voir à Promote, vous allez à Promote, il y a dans les stands pays, il y a des représentants des diasporas camerounaises dans ces pays qui reviennent. Mais sur ces questions difficiles, parce que la question là, ce n'est pas une question d'unanimité. Le terrorisme, souvent, on peut dire oui, le terrorisme, tout le monde peut être concerné, il prend position. Mais cette question, c'est une question stratégique pour un pays. Et moi, je pense que même notre diaspora, elle doit... vous avez vu pendant Covid, notre diaspora, celui qui est la première lettre qui est partie en Chine, on a observé, à partir d'ici, les diasporas ont des solutions adaptées à leur environnement, mais qu'on peut acclimater ici chez nous pour prendre des positions dans divers secteurs. Parce que là, on est en pleine technologie. C'est la technologie. Or, nos diasporas sont dans cet environnement et je suis plus en contact avec la diaspora allemande, par exemple, où l'association des ingénieurs vous révèle que l'un des premiers ingénieurs camerounais venait du Nord. Il est mort en Russie.
Ça veut dire qu'il y a une barre. Thierry Niamen, qui est connu au Cameroun avec sa marque Tanti, c'est un produit de l'URSS qui est revenu avec un avantage technologique dans son domaine de l'agroalimentaire. Ce qui signifie que les Camerounais ou les Africains de la diaspora qui se frottent assez grand ont quand même quelque chose aussi de technologique à venir remettre ici. L'objectif et moi la finalité, est-ce que nos États sont prêts à s'engager sur ces questions? C'est là toute la question. Parce que vous célébrez, je vois souvent certaines personnes célébrer, et peut-être le Mali qui dit aux Français on veut plus de vous et tout. Pour prendre qui? Pas les Maliens de manière autonome, peut-être créer de nouvelles alliances. Ces alliances sont de nature à toujours nous mettre dans ce que certains appellent l'esclavation de l'Afrique, et c'est dommage au final. On suivra de près, Émile Messi, on suivra de près l'actualité qui tourne autour de la Russie, de l'Ukraine, l'Afrique également qui joue sa partition en qualité de sage, laissant notamment l'Union africaine s'exprimer, même si tout à côté on peut voir le président sud-africain qui prend la parole. Mais le véritable problème, c'est la diaspora. Il faudrait, peut-être pour ceux qui souhaitent, même après que la guerre soit terminée, pour ceux qui souhaitent que les pays africains s'organisent à ramener leur diaspora. Je crois qu'on ne va pas arriver jusque-là, parce que, aux dernières informations quand même, le président ukrainien est prêt pour le dialogue. Il est prêt pour le dialogue. Et la Russie a proposé un petit pays, là je crois la Biélorussie. L'Ukraine rejette. De toutes les façons, on souhaite que l'entente soit retrouvée et que le dialogue prime. Il faut quand même noter que cette guerre est différente des autres parce que la Russie ne veut pas envahir l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre d'envahissement, contrairement à ce que Saddam voulait faire au Koweït. Vous voyez? Et je pense, le professeur l'a dit, si l'Ukraine renonce à son projet de rapprochement avec l'Occident, notamment le refus de cette installation de cette base nucléaire en Ukraine, parce que l'Ukraine c'est comme la porte d'entrée de la Russie, ça devient vraiment une provocation. Si l'Ukraine, en son âme et conscience, renonce et revient à des meilleurs sentiments, il faut dire que vraiment cette affaire-là, on peut arrêter comme ça, je me suis trompé et puis c'est fini. Je crois que cette guerre va s'arrêter également. Bien sûr, la guerre ne va pas s'arrêter au niveau du territoire ukrainien, mais le message, c'est pour ça que je vous ai parlé d'une nouvelle ordre mondiale, le message sera pour l'Occident que désormais la pensée unique est révolue, cette fameuse mondialisation. Parce que c'est de ça aussi cette idéologie. La Russie devra donc également dicter sa volonté, que ce soit en Afrique, puisque nous sommes des Africains, un peu partout, et les enjeux vont donc se reconfigurer. Les enjeux. Parce que du moment où l'Ukraine, si l'Ukraine recule, c'est tout un message. Mais tout porte à croire que l'Ukraine va reculer, parce que même si le message, parce que l'Ukraine n'arrive pas à passer à l'acte. Parce que justement l'Ukraine pensait qu'en cas d'attaque, tous ces pays-là vont venir au secours. Mais aucun n'ose lever le petit doigt. C'est aussi un message. Ils font des promesses à distance. Oui, c'est aussi un message. Et on a dit que la Chine et même la Corée du Nord sont là, en attente, qui observent également comme nous. Qui observent comme l'Afrique. Effectivement, l'Inde était même aussi en abstention au Conseil de sécurité. Ok, merci beaucoup, cher monsieur. C'est une guerre qui intéresse vraiment le monde entier. On est pratiquement à la fin de notre production de ce dimanche. Peut-être le prof, dernière prise de parole sur cette question en parlant de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine qui avait aussi beaucoup d'espoir, notamment sur les soutiens des autres pays. Sauf qu'aujourd'hui, l'Ukraine est pratiquement dos au mur, appelée à pouvoir se défendre sans véritable soutien, parce que Vladimir Poutine est allé un peu plus loin en levant le doigt en disant celui qui lèvera le petit doigt. Bref, ça pourrait devenir autre chose. Les dirigeants ukrainiens sont un peu naïfs. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, la Russie avait déjà occupé la Crimée et personne n'a rien fait. Pourquoi c'est au moment de venir attaquer qu'ils auraient fait quelque chose? S'ils n'ont rien fait, c'est parce qu'ils savaient qu'en face, il y a du répondant. Et là, au moment où il déclenche son opération, il fait une mise en garde.
Celui qui va venir, lui-même il va voir ce qui va lui arriver. Et compte tenu des renseignements, ils savent. En fait, ils ont été surpris par les progrès techno-militaires russes parce qu'ils estimaient que la Russie était en difficulté économique et n'avait donc pas la capacité de faire ses développements. Aujourd'hui, ils sont donc surpris de voir que la Russie est peut-être au niveau technologique passée devant les États-Unis sur le terrain de la balistique nucléaire et qu'elle a des moyens qu'ils ne peuvent pas contrer pour l'instant. Merci donc on va dire à toute la grande équipe qui a travaillé autour du club de ce dimanche sur BNews 1, le tam-tam du continent. On va dire merci notamment au docteur Pierre K d'être venu sur notre plateau ce dimanche, lui qui est un politologue. Merci également à monsieur Émile Messi, communicant du RDPC. Merci notamment à Ndou Tambui Arona, qui est professeur de lycée et qui nous vient du lycée bilingue d'Ayos et qui nous rassure que demain il y aura bel et bien des cours, même s'il n'est pas proviseur de l'établissement. Merci également au professeur Oona Nguini d'être venu sur le plateau du club de ce dimanche. Merci à toute la grande équipe. Rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. Prenez soin de vous et surtout bonne semaine. Bye bye.